Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, regardez, j'ai un macaron et ça c'est le signe d'une bonne journée qui commence dignement. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Nous allons parler de Taïg Chris que vous connaissez certainement. Taïg, c'est vraiment l'homme qui a tout fait, tout vu. C'est un cascadeur casse-cou qui est également champion du monde de roller, qui a dévalé la Tour Eiffel, qui a sauté de la Tour Eiffel, record du monde. Bref, vous allez voir, cet épisode est exceptionnel. Je m'appelle Pauline Agneau et je suis la fondatrice de la marque de joaillerie Gemio, passionnée par le business, par l'entrepreneuriat et bien sûr par la rencontre de personnalités remarquables. Et c'est pour ça que je vais à leur rencontre sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais à la rencontre de Taïg Chris, que vous connaissez certainement de nom. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas de Taïg, c'est qu'il n'a jamais été à l'école. Difficile à croire, hein? Et bien pourtant, il n'y a littéralement jamais mis les pieds. C'est quand même assez fou. Et d'ailleurs, il nous le dira dans l'épisode, ça fait partie de ses forces. Ça lui a permis, disons, de voir vraiment le monde d'une autre manière, de voir les choses différemment, d'apprendre à innover, d'apprendre à se débrouiller. Taïg tombe très vite dans le monde du roller, dont il est fan. Il se fait un petit peu mal parce que quand même le roller c'est un sport un peu extrême, mais il nous explique d'ailleurs, et c'est assez rigolo dans l'épisode, comment il va faire pour ne pas se blesser, et c'est une vraie source d'inspiration de se dire que grâce à cette innovation, il a pu finalement devenir champion du monde, non pas une fois, non pas deux fois, mais un nombre incalculable de fois, et d'ailleurs il a remporté jusqu'à 75 médailles victoires dans le monde des sports extrêmes, ce qui est le record du monde, tout simplement. Au-delà de sa carrière de sportif, ce qu'on sait moins, c'est que Taïg est aussi entrepreneur. Et il a d'ailleurs fondé 2 entreprises, une que vous connaissez peut-être, On-Off. Vous avez vu peut-être les pubs dans le métro à Paris. Vous savez, c'est cette entreprise qui permet d'avoir un 2e numéro de téléphone sans avoir à changer de carte SIM. C'est assez génial. Il s'est lancé là-dedans alors qu'il ne connaissait rien au monde de la téléphonie, juste à force de courage, de persévérance, et on peut le dire quand même aussi avec un sacré entre-gens. L'autre entreprise que Taïg a créée est beaucoup plus récente, il s'agit d'Album, et alors là on est carrément à un niveau d'ambition interplanétaire puisque Taïg a décidé de faire la nique à Facebook en créant le WhatsApp de la photographie, rien de moins. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est que Taïg est vraiment une personne qui a une énergie, qui a une passion dans ce qu'il fait, démentielle. Il vit la vie à pleines dents. Il la cherche, il cherche l'aventure, il est certes un peu casse-cou, mais véritablement vous allez sortir de cet épisode, je crois, comme moi, avec l'envie d'en démordre. Vous allez avoir des ailes. J'espère en tout cas que ça sera le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Taïg Chris. Salut Taïg. Salut. Je suis ravie de t'accueillir sur le gratin. Écoute, je suis hyper content d'être là depuis notre rencontre aux Échos. Ouais. C'était vraiment un super moment et se revoir et pouvoir partager Trop ce cool. podcast. Du coup, tu m'avais un peu quand même disséminé pas mal de choses sur ton parcours. En plus, je te connaissais bien sûr de nom. Mais alors du coup, j'ai 150 000 questions. Et tu vois, là, j'ai une grande feuille devant moi et j'avais prévu de commencer un peu en bonne et due forme et tout. Et en fait, maintenant, j'ai envie de changer et j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Album? D'où tu te dis, je vais lancer un réseau social? À quel moment est-ce qu'on se dit je vais lancer un réseau social, quoi? C'est énorme. Alors, écoute, si tu veux, c'est plein de choses à la fois. D'abord, je voyais le train passer des réseaux sociaux et je me disais, ça serait quand même cool si je peux faire partie de ce monde-là prochain également. WhatsApp, quoi. Voilà, le prochain Allez, WhatsApp. Allez, pourquoi pas, faut rêver Allez, grand. franchement. Moi, j'essaie toujours de rêver grand. Mais au-delà de ça, si tu veux, j'avais une frustration de voir que en France et en Europe, les entrepreneurs et les investisseurs ont laissé passer le train totalement. C'est-à-dire que c'est presque un scandale de pas s'être rendu compte à quel point les réseaux sociaux sont une puissance presque politique. Je suis pas du tout pro Donald Trump, mais voir que des réseaux sociaux peuvent officiellement supprimer la voix d'un président en exercice, c'est complètement délirant. Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, s'il y a un candidat qui leur plaît pas, ou au contraire, qui leur plaît, ils peuvent le mettre en avant ou le dénigrer ou même le supprimer de la scène médiatique. Donc c'est une puissance infernale et qui en plus va durer sur les 100 prochaines années. Celui qui arrive à avoir un maillon des réseaux sociaux, de la communication entre les humains, il est indétrônable sur un segment précis. Et donc si tu veux, en regardant ça, je me suis d'abord un peu pris au jeu. Je me suis dit, allez, je vais par amusement essayer d'analyser qu'est-ce que pourrait être le WhatsApp de demain, en tout cas le nouveau réseau social. Et j'ai commencé à faire un sort de rétro-engineering, à essayer de comprendre psychologiquement pourquoi un réseau social marche
et comment finalement les humains communiquent. Et finalement, je me suis rendu compte que chaque réseau social, c'est un moyen précis de notre communication. Twitter, c'est dire quelque chose officiellement au monde avec un texte très court et officiel. TikTok, c'est partager avec tes potes en musique. Snapchat, c'est partager avec des trucs qui disparaissent. Instagram, c'est la représentation publique de la vie des gens. La troisième chose, je veux dire, que je me suis rendu compte, c'est que les réseaux sociaux, malheureusement, rendent un peu les gens fous aujourd'hui, et surtout notre jeunesse, parce que les jeunes n'ont plus la vie réelle, ils ont que la vie, ils sont en train de faire qu'une vie vitrine, et ils oublient presque la vie réelle. Et donc, en vitrine, quand tu les vois sur Instagram, ils ont tous une vie idéale, même si dans la réalité, c'est une vie de merde. Pas tous, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça, évidemment. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de créer un réseau social qui ne va pas rendre tous les gens fous, qui aura un peu plus de valeur, qui va finalement être le partage de la vie réelle et non plus de cette vie vitrine, et non plus de cette course à avoir toujours plus de followers, plus d'ego et d'ego et d'ego. Et c'est vraiment pour les amis et les proches. Et donc, avec toute cette vision, je n'ai pas réinventé la roue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le concept de WhatsApp et j'ai fait le WhatsApp de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui, quand on s'envoie des photos et des vidéos, on en a tous des milliers qui dorment dans nos téléphones, on les envoie sur WhatsApp dans les conversations. Le problème, c'est que ça réduit la qualité et en plus, ça se mélange dans la conversation, donc il faut remonter très haut pour retrouver la belle photo qui va bien. Ouais. Et ben en fait, j'ai fait le même concept des groupes WhatsApp, version photo et vidéo collaboratif entre potes. Donc tu te fais un album pour ta copine ou ton copain, un album pour tes parents, un album pour tes potes quand tu pars au ski, et tu peux te partager tes photos à l'intérieur de cet album, te mettre des commentaires, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de trucs spécialement publics. C'est des groupes privés, quoi. C'est privé, quoi. Si tu as envie de donner le lien à cet album à quelqu'un et donner à l'accès à cet album, tu peux, mais si tu veux pas, personne ne verra cet album. Donc il y avait tout ça, et le quatrième point qui était indispensable pour moi, c'était la privacy et tout ce qui était sécurité. Je trouve quand même dingue que tous nos datas sont stockés sur des serveurs américains. J'ai rien contre les Américains et j'adore les US et je trouve qu'ils sont simplement plus forts que nous. Mais de voir qu'avec, je crois que c'est le Patriot Act ou quoi que ce soit, globalement, le gouvernement américain peut regarder sur toute la data d'Amazon, quoi, ou de Google ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a aucune privacy déjà personnelle, mais même pas industrielle, etc. Et donc je me suis dit, je vais non seulement faire la meilleure app de partage de photos et vidéos entre potes, mais même plus sécurisée que tout ce qui existe sur le marché. Et pour pas que ce soit que du marketing, je vais essayer de faire un vrai système de chiffrement de bout en bout, validé auprès de l'ANSSI, qui est l'Institut national de la sécurité des systèmes informatiques français. Alors, ça nous coûte cher, hein, ça coûte à peu près 50 000 €, le temps de faire ça prend des mois, parce que toute l'institution regarde dans notre code et essaye de trouver des backdoors, etc. Et on obtient à la fin la licence, pas la licence, je veux dire le visa, et j'espère qu'on l'obtiendra si notre sécurité est suffisamment bien. Mais au moins, une fois qu'on aura fini ce processus, on pourra dire c'est la meilleure application de photo, la plus sécurisée au monde. Voilà, c'est ça la vision et le concept que j'essaye de créer, quoi. Écoute, c'est hyper inspirant et surtout ce que je trouve inspirant au-delà de l'idée, c'est l'ambition. Moi, je trouve ça génial. C'est de se dire, il y a un moment donné où, merde, on veut avoir notre réseau social français. Et voilà, et pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas ? Voilà, moi j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais y arriver, mais tu as totalement raison. Il y en a marre de laisser passer le train et à chaque fois qu'on voit... Je te donne un exemple. Par exemple, dernièrement, il y a l'application Clubhouse qui explose en ce moment. Clubhouse, ils avaient peut-être maintenant, mais à l'époque, au début, ils n'avaient même pas de site internet. Il n'y a même pas d'application Android et c'est déjà valorisé à 1 milliard d'euros. Ils ont déjà levé 100 millions. Une boîte comme ça en France, malheureusement, les investisseurs leur auraient dit « Mais non, trouve-toi un business model, reviens, on va te donner 10 millions tout de suite, mais tu vas prouver des choses, etc. » Ils n'ont pas l'ambition et même la compréhension du manque potentiel pour le pays ou même pour l'Europe de rater un réseau social. Quand on fait des beaux réseaux sociaux en France, prenons le cas de Zenly, ils se sont fait racheter par Snapchat. Ah oui, les fondateurs sont hyper contents, ils se sont fait rater, je ne sais pas, 200 millions ou 250 millions. Mais le problème, c'est que si les investisseurs français
avaient vu ça d'une façon différente en disant c'est le futur de la data de nos compatriotes qu'on est en train de sauvegarder, ils auraient donné sûrement aux 2 fondateurs 150 millions pour les aider à grandir. Les fondateurs, finalement, vendre à 250 millions ou avoir 100 millions, de toute façon, quitte à être riche, tu es riche. Quoi. Y a pas entre 100 et 150 millions, ça ne fait pas une énorme différence. Du trait. Voilà, au final, tu es riche. Mais par contre, ils auraient gardé les réseaux sociaux en France. Donc voilà, j'espère que toute cette dynamique va changer les mentalités auprès des investisseurs et également auprès des entrepreneurs qui vont être un peu plus ambitieux. Écoute, ce que je trouve assez fou, et vraiment je te souhaite tout le succès du monde, et j'espère qu'on se rappellera de ce moment tous les deux en se disant il l'a fait et c'est devenu le WhatsApp français. Mais moi, ce que je trouve assez fou et admirable dans ton parcours, c'est que du coup maintenant tu as cette ambition mondiale que tu as eue aussi dans le sport, et d'ailleurs ça c'est soldé par un succès, alors que, et je trouve ça dingue quand même, il faut le dire, que tu venais d'un milieu assez humble d'après ce que je comprends, et que rien ne te prédestinait du tout. Et je trouve que tu es vraiment un exemple assez fou de montrer que, alors je sais pas comment, mais on va en parler, tu as réussi à te faire, quoi. Tu as réussi, à force de volonté, d'ambition, de travail, de créativité, tu vas me le dire, à devenir Take Chris, quoi. Ça, est-ce que tu peux me parler justement de ton enfance, peut-être qu'on vienne au début et que tu me dises mais d'où tu viens pour les personnes qui ne connaissent pas bien? Évidemment. Ça, c'est vraiment, je dirais que tout ce que j'ai aujourd'hui, mes forces dans mon caractère, etc., vient, et je le dis souvent, de mes parents et de l'éducation que j'ai eue. C'est-à-dire que quand on voit beaucoup autour de soi, les parents ou même le monde dans lequel on est un monde où on est toujours à penser à la peur du futur, etc. Quand vous voulez créer n'importe quel projet, on vous dit « mais attends, ça va être dur, t'as pas fait d'études là-dedans, t'y connais rien, t'es tout seul, pense à ton avenir, sois sérieux, etc. etc. » Et donc, si tu veux, le problème de notre jeunesse, souvent, c'est qu'on leur coupe l'herbe sous le pied de toutes leurs passions et de tous leurs rêves. Ils sont jeunes et on leur demande déjà d'être adultes, déjà de penser à leur avenir, alors qu'ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et il faut déjà être sérieux. Et tu comprends. Et donc, si tu veux, à cause de cette mentalité, eh ben, finalement, ça castre beaucoup de gens. Et les gens, malheureusement, traînent comme un boulet de cette éducation toute leur vie. Et donc, ils ont des doutes et ils n'osent pas avoir de l'ambition. Ils n'osent pas sortir de leur zone de confort. Ils n'osent pas penser out of the box. Après, je ne sais pas bien de faire des généralités, mais il y a quand même un problème autour de l'éducation, et après on en reparlera. Et du coup, la chance que moi j'ai eue, c'est que mes parents, ils n'avaient pas tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas branchés avec les mêmes câbles. On n'avait pas d'argent particulièrement. Alors, mon père à la base était comédien, metteur en scène, ma mère était sculpteur. Mais quand on est arrivé en France, mon père a été éducateur de prévention dans les cités difficiles à Champigny-sur-Marne. Et je me rappelle, il gagnait super bien, il gagnait 10 000 francs. Voilà, je me rappelle, il gagnait 10 000 francs. On vivait dans un 45 mètres carrés à Paris avec ces 10 000 francs. Ma mère ne travaillait pas, mais du coup, on arrivait à vivre correctement. Mais on n'avait aucune peur du futur parce que la richesse pour mes parents, c'était une richesse psychologique et philosophique et non pas matérielle. Donc, on n'avait pas une belle maison, pas une belle voiture. Quand on partait à l'étranger, on faisait du camping et mon frère et moi, on faisait de la chasse sous-marine pour manger, etc. Mais du coup, ils m'ont dit, ne te casse même pas la tête avec ton avenir, fais ce que t'aimes, fais-le 100% à fond, et si tu le fais à fond, avec passion, eh ben ça marchera et on a confiance en toi. Parce qu'il n'y avait pas la peur au ventre de l'argent, du futur. Après, le monde était sûrement plus simple il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Mais quand même. Et du coup, ils ont en plus de ça, ils ont fait quelque chose de dingue. C'est que moi, je leur ai dit, et mon frère et moi, on leur a dit qu'on n'avait pas envie d'aller à l'école. Ils ont dit, OK, vous n'allez pas à l'école. Donc, même pas une journée en maternelle. Je n'ai jamais été à l'école. T'as jamais été à l'école? Jamais. Je ne sais pas ce que c'est l'école, exactement. Mais comment tes parents Ils me faisaient des cours à la maison, des cours, des dictées le soir pour apprendre le minimum, lire, écrire, compter. C'était à chaque fois hors des normes, c'est-à-dire on avait fait, je sais pas, l'Amazonie en pirogue. Moi, je voulais avoir, pour un animal domestique, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'avoir un singe. Mes parents, ils ont dit, OK, on prend un singe, quoi. Donc, j'avais un petit singe à Paris, en liberté, totalement en liberté pendant des années. Donc, voilà, c'était toujours... liberté, passion, pas la peur, famille soudée, etc. Et donc, si tu veux, ça a ancré dans mon caractère comme un talisman pour la vie, c'est-à-dire de fondaments
fondamentale de confiance en soi, parce que mes parents, la confiance, avant de pouvoir avoir confiance en soi-même, il faut que d'abord nos parents aient confiance en nous, tu vois. Donc j'ai grandi comme ça. Et par contre, le problème, c'est que je ne connaissais rien au business, rien aux affaires, rien à la communication, à rien de tout ça. Et malheureusement, en grandissant, mes parents ont eu quelques difficultés financières. Et du coup, j'ai vu justement mes parents faire des erreurs businessment parlant. On a eu un restaurant, ça a été dur, etc. La maison hypothéquée, on n'arrivait pas. Donc après, ça a commencé à être difficile. Mais le fait d'avoir grandi d'un côté artiste et voir mes parents galérer businessment parlant et faire des erreurs, en grandissant, moi je me suis dit, je vais garder cet aspect rêveur et artistique et créateur, mais je vais également être businessman. Ça, tu te l'es dit tôt. Je me le suis dit tôt parce que j'avais pas le choix, en fait. Je voyais mes parents qui se retrouvaient endettés, la maison, l'appartement, on allait nous prendre, on allait les retrouver à la rue, etc. Et si je prenais pas la relève sur la famille, ça allait être catastrophique. Et donc le problème, c'est que vu que je partais tellement loin, vu que je n'avais aucune formation de rien, au début, j'ai essayé de piocher des informations un peu à droite à gauche. J'ai heureusement eu la chance de devenir champion de roller assez vite, donc ça m'a permis de rembourser je me rappelle, les 200 000 € de dette de mes parents et pouvoir les aider. Mais j'ai commencé à essayer d'être moi-même entrepreneur parce que je me disais, en tant que rollerman, même si j'arrive un peu à gagner bien ma vie, dès que j'ai un accident, tout s'arrête. Et ça ne s'arrête pas pour moi, ça s'arrête pour tout le monde, puisque je faisais vivre mes parents. Et donc, en fait, très très vite, j'ai commencé à faire du business et à faire toutes les erreurs du business qu'on peut avoir, parce que j'avais eu aucune expérience, comment créer une boîte, comment les systèmes de pacte d'actionnaires, tout ce genre de choses. Et j'ai commencé à tout tester. Donc j'ai eu d'abord un magasin de roller autour de mon sport. Voilà. Après, j'ai commencé à conseiller des mairies pour faire des skateparks. Après, j'ai commencé à fabriquer les skateparks moi-même et à les vendre aux mairies. Donc je faisais les designs sur AutoCAD. Mais attends, tu as commencé ça, tu avais quel âge quand tu as commencé à faire ça ? Non, j'ai commencé, ça c'était en parallèle de ma carrière, à peu près à 22, 23. Ouais, c'est ça, donc tu as commencé tôt. Tôt, ouais, j'ai commencé tôt, mais justement parce que j'avais pas le choix. Pour moi, devenir champion de roller, je me suis dit, c'est tellement incroyable et exceptionnel. Ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, mais ça va s'arrêter. Je pourrais pas vivre de mon sport éternellement. Et donc, il faut penser à l'avenir. Et donc, les skateparks, après, j'avais mes propres rampes que je louais avec des boîtes d'événementiel. Et tous les 2-3 ans, je me retrouvais à l'hôpital sur un gros accident, opération, etc. Et donc là, il fallait vraiment que je me remette en question. Et donc, le premier gros accident sur un lit d'hôpital, je me suis dit, je vais créer des gammes de papeterie pour les enfants. Alors au début, je me suis dit, je vais vendre mon image de sportif à des gammes de papeterie, tu vois. Et donc, j'ai appelé des sociétés comme Clairefontaine, des sociétés qui font ça, sur mon lit d'hôpital. Et je leur ai dit, voilà, je suis le champion du monde de roller, j'aimerais vous vendre mon image pour vos gammes de papeterie. Alors, ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas assez connu. Si vous aviez été footballeur, peut-être, mais pas un rollerman. Et là, grâce finalement à cette philosophie de voir que la positivité, que les solutions, jamais les problèmes. Je me dis, puis c'est comme ça, je vais appeler directement Carrefour et je vais essayer de convaincre l'acheteur national du rayon papeterie. Alors, je l'appelle au téléphone, j'arrive à convaincre l'assistante de la réception de me le passer. Le mec me dit, il était étonné, parce que normalement, il y a le manager, les agents, les intermédiaires, le fournisseur, tu as une armée d'intermédiaires avant de parler au distributeur directement, à Carrefour. Et il accepte de me donner rendez-vous, mais il me dit, attention, quand vous venez au rendez-vous dans 20 jours, il faut avoir toute la collection. Alors moi, j'y connais rien, j'ai même pas de design, je suis sur mon lit d'hôpital, je suis à 600 km de Paris, je suis tout seul, j'ai pas d'argent de côté, la totale, mais j'ai cet espoir 20 jours après d'avoir le rendez-vous. Et donc, j'apprends à distance avec des copains qui m'expliquent par téléphone comment on utilise Photoshop. À l'époque, il n'y avait pas les tutoriaux qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet. Et donc, je fais les designs la nuit en prenant les photos pour essayer de faire des produits. Très vite, je sors de l'hôpital avec mes béquilles pour essayer de trouver des usines partout en Europe, en 20 jours. Malheureusement, je ne peux pas trouver les produits. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais à Carrefour, j'achète des agendas, des cahiers, des classeurs, tous les produits. Et j'achète une belle imprimante A3. Et j'imprime les designs que je faisais la nuit avec de la colle et un ciseau. Et je scotche parfaitement, je colle parfaitement les designs que je faisais la nuit sur la couverture des produits pour en donner l'illusion. Et je me retrouve 20 jours après devant l'acheteur. Alors en béquille, j'ai caché mes béquilles et quand j'étais plus jeune, j'étais magicien professionnel, donc je savais
masquer certaines choses, tu vois. Et donc, j'ai réussi à convaincre première année Carrefour et Casino à me faire une précommande de 350 000 € sans retour d'invendu des produits. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en année 2, j'avais acheté après l'image de Tony Parker, et après Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Mais ça, c'était l'aspect positif. Il n'y avait pas que des réussites, parce que 3-4 ans après, même si on avait dépassé le 1 million d'euros, j'ai fait des erreurs dans la croissance, et avec la crise de 2008, la boîte a fermé. Mais c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai tenté plein de trucs. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'au final, bon, là, tu as On-Off, on va en parler après, qui est une boîte, honnêtement, qui se développe énormément, et donc et en plus d'albums, donc tu es déjà sur tous les tableaux, mais c'est l'aboutissement, je sais pas, parce que je pense qu'il y en aura d'autres derrière. Voilà, j'imagine, t'as une longue liste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première, quoi. C'est qu'avant d'arriver à créer un succès, tu t'es quand même... Je me suis planté plein de fois. Hein. Le magasin, si tu veux, l'expérience avec le magasin, j'avais donné par exemple la gestion du magasin à mon père, mais qui n'était pas businessman et qui a fait quelques erreurs là-dessus. Donc je me suis rendu compte que même si j'aide mes parents, c'est bien, mais c'est mieux de ne pas travailler en famille. Tu vois, donc tu as des expériences de la vie. Après, j'ai lancé une boisson énergétique comme Red Bull, avant que Red Bull se lance en France, que j'ai référencé en grande distribution. Mais j'avais des associés, c'était pas moi qui avais créé la boisson, et je me suis rendu compte que si je contrôlais pas la société, dès que l'argent est commencé à rentrer, les associés sont devenus fous, ça a été un bordel général. Et donc je me suis dit, c'est bien d'avoir des associés, mais j'ai envie d'avoir le contrôle de ma boîte. Donc à chaque fois, j'apprenais une case. Et justement, quand j'ai lancé On-Off, donc je me suis retrouvé à nouveau sur le lit d'hôpital, il y a 6 ans en arrière, et j'ai justement écrit une sorte de formule magique de 8 points, où je me suis dit, ma prochaine idée, il faut qu'elle rentre dans ces 8 points. C'était vraiment l'analyse de toutes ces expériences d'entrepreneurs qui ont été souvent des échecs. Hein. J'ai par exemple essayé de faire un film à Hollywood, j'avais écrit un long métrage que j'ai essayé de monter à Hollywood, etc. Et finalement, j'avais pas pu le faire. Je le ferai un jour, hein, je touche du bois, j'espère. J'en suis sûr. mais donc, à chaque fois, j'ai appris un truc. Et donc, j'ai écrit cette liste de 8 points. Et je vais te la dire, hein, parce que ça peut aider vraiment J'avoue beaucoup que de gens. j'allais te poser la question. Pas les 8 forcément, mais quelques points, quoi, fais-nous. Non, c'est important parce que si tu veux, souvent, les gens créent des choses parce qu'ils ont une certaine expérience là-dedans et donc ils restent dans leur zone de confort, ce qui est pas mal. Mais si par malheur, le domaine, l'industrie dans laquelle tu étais est une petite industrie, comme moi le roller, bah finalement, tu es un peu dans la merde. Tu es un peu coincé. Tu vois, moi, même en étant le meilleur en roller au monde, bah, je gagnais moins que le 1000e footballeur. Il fallait être beaucoup plus ingénieux pour trouver des médias, des sponsors, etc. Ouais, alors qu'en plus, niveau prise de risque Voilà, il y avait plus de risques, exactement. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de retirer le boulet au pied de l'univers dans lequel j'ai grandi et de l'expérience que j'ai. Je vais essayer de partir d'une feuille blanche et choisir la plus grande industrie au monde. Même si j'y connais rien et qu'il y aura une courbe d'apprentissage, au moins je serai dans un truc qui aura un potentiel incroyable. Et au final, quand tu travailles nuit et jour pendant des années, pendant 10 ans, etc., à la fin, tu es bien content d'avoir choisi une bonne industrie. Donc, premier point, la plus grande industrie au monde. Le deuxième point, je me suis dit, les nouveaux géants sont des géants qui ont en quelque sorte ubérisé cette industrie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les propriétaires des actifs, ils sont les intermédiaires. Ce que je veux dire par là, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des voitures, ils n'ont pas acheté les voitures, comme les taxis qui doivent acheter la licence à 150 000 €, etc. Hilton, ils sont propriétaires des murs, alors qu'Airbnb, ils ne sont pas propriétaires des murs. Facebook est le plus grand réseau qui détient la data au monde, mais ce n'est pas eux qui la fabriquent, alors qu'un TF1 doit fabriquer les émissions de Danse avec les stars. Donc je me suis dit, il faut que je crée dans une industrie quelque chose où je ne suis, moi, pas le propriétaire, le créateur, mais je suis cet intermédiaire qui finalement devient plus puissant à la fin. Le troisième point, l'expérience utilisateur est roi. Si tu inventes quelque chose qui est plus simple pour les gens, ils vont l'adopter. Pas besoin de faire des analyses extrêmement compliquées. Si tu simplifies la vie des gens, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai choisi le monde des applications. Quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que quand, par exemple, j'avais l'image de Tony Parker ou Matt Pokora, j'ai perdu, par exemple, l'image de Tony Parker au bout de 3 ans dans mes gammes de papeterie. J'ai eu un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, je ne peux rien créer de viable à long terme sur quelque chose qui ne m'appartient pas, vu que j'avais fait de la licence. 5e point, je me suis dit, justement, cette marque,
il faut que je puisse la vendre de la même façon dans tous les pays. Quand j'avais l'image de Tony Parker, ça se vendait bien en France, mais ce n'était pas le cas au Japon. Il fallait trouver le Tony Parker japonais. Tu vois, alors, à la différence d'un Apple, ils te vendent le même iPhone dans tous les pays. Donc voilà, il fallait absolument que je trouve quelque chose qui soit vendable de la même façon dans tous les pays. Le 6e point, je me suis dit, le nerf de la guerre, c'est la distribution. Parce que même si tu as le meilleur produit au monde, si tu n'es pas distribué, personne ne le verra. Et ça, je l'ai bien compris en grande distribution. Donc je me suis dit, si je choisis une industrie où je vais galérer pendant des années pour débloquer pays par pays tous les réseaux de distribution, ce qui était le cas en papeterie, si je voulais vendre aux États-Unis, il fallait convaincre Walmart ou le Carrefour japonais, etc. Et c'est là les applications, je me suis dit, c'est super simple. En un clic, c'est vendu dans tous les pays. Le 7e point, c'est un produit digital, clairement, parce que je me suis dit, quand mon magasin de rollers, si je voulais vendre des millions de paires, il fallait avoir un magasin plus grand, plus de stock, etc., etc. Et donc, au moins, là, à 3h du matin, dimanche soir, je peux vendre des forfaits, 10 000 forfaits en plus, je n'augmente pas mes équipes, quoi. Et le 8e point, le dernier, c'est il faut quand même inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Et ça, c'est facile à dire, mais pas à faire. Tu vois, donc, mais ça, c'est pas mal parce que ces 8 points, si les gens, c'est un sort de test qu'ils peuvent se faire à eux-mêmes quand ils se lancent dans un projet pour voir si au moins ils sont sur des bonnes bases. Et une question pour toi, parce que je me suis un peu posé ces questions-là aussi. Alors, c'est marrant parce que je n'avais pas tout à fait les mêmes 8 points que toi. Okay. Moi, j'en avais un qui était le fait que le secteur soit en très forte croissance. Oui, c'est un peu ton premier point au final. Exactement, ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, voilà. Et ça risque pas de s'arrêter. Et aussi quelque chose qui est viable dans la longueur. Tu vois, parce que il y a des industries qui peuvent être en très forte croissance, mais qui peuvent s'arrêter pour différentes raisons. Donc quelque chose où tu es sûr que là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Je pense que tu es bien sur la téléphonie, il y en a un petit peu sous le pied. Et alors, du coup, tout ça donne l'idée d'on-off. Ouais. Entre le moment où tu es sur ton lit d'hôpital en train de te poser ces questions et de te dire « Ok, cette fois, c'est la bonne, j'ai envie que ça soit vraiment un gros truc », et le moment où tu commences à lancer on-off, il y a combien de temps pour trouver vraiment l'idée ? Si tu veux, non, l'idée très très vite. L'idée, je crois que je l'ai eue en 1 journée ou 2 jours. Vraiment, je l'ai eue. En fait, comment ça s'est passé ? C'est que c'était un moment dans ma vie où il y a une vraie transition parce que j'avais fait pas mal de records, le record de la Tour Eiffel, Sacré-Cœur, mais j'avais essayé d'en faire plein d'autres, d'en monter un à New York, au pain de sucre au Brésil, bref, partout, Statue de la Liberté, je veux dire, tous les trucs. Et malheureusement, j'ai pas eu les autorisations. Le film, j'avais 2 films, donc celui que j'ai écrit qui n'a pas pu se faire. J'avais un autre film où j'avais le premier rôle en tant qu'acteur, un film à 7 millions, et à la dernière minute, un distributeur s'est retiré. J'arrivais à 40 ans. Et j'avais pas beaucoup d'argent de côté, donc si tu veux, je me rendais de plus en plus compte qu'il fallait que je pense à autre chose et que je fasse autre chose. Et donc j'ai commencé à imaginer en parallèle différents projets et potentiels, mais je le faisais quand même en parallèle encore d'un peu ma carrière, des émissions, etc. Et quand j'ai eu l'accident, alors là, c'était vraiment... Je suis sur le lit d'hôpital, là, le sport, c'est fini pour l'instant, les records, c'est fini, le film, c'est fini, les émissions, j'avais pas envie de faire ça. Et donc là, je me suis posé, et dès que j'ai trouvé l'idée, c'est assez marrant, parce que quand j'ai trouvé l'idée, je savais pas si c'était faisable techniquement et légalement. L'idée, juste pour rappel, ce que c'était de me dire, les numéros de mobile sont coincés dans une carte SIM physique, en plastique. Si tu perds ton téléphone, tu as perdu ton 06, il faut retourner dans un magasin SFR pour récupérer, ou à Orange pour récupérer ta carte SIM. Alors qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Tes mails sont sur ton ordinateur, ta tablette, tu peux regarder tes mails sur l'ordinateur d'un pote, ta musique avec Spotify, tes films avec Netflix, tout est sur le cloud, sauf le 06. Donc l'idée, c'était de me dire, je vais mettre nos 06 dans le cloud, comme une adresse mail, et plus rattachée à une SIM. Ce qui a été dur, c'est de trouver le nom du job du mec qui sait. Je ne savais même pas à qui demander. Tu comprends ce que je veux dire ? À qui tu demandes comment de mettre des numéros dans le cloud ? Les mecs, ils disent, c'est rien, demande à SFR, quoi, tu vois. Et donc, au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'était un chef architecte télécom. Et ça, il m'a fallu quelques mois pour le comprendre. C'est comme un puzzle, la chasse au trésor, tu vois, en demandant à droite, à gauche, en regardant sur Internet, etc. J'ai rencontré un chef architecte. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire si mon idée est faisable ? Il m'a dit oui, mais bon, ça va te coûter 1 500 € par jour.
Je lui dis, est-ce qu'en 2-3 jours, j'avais, je crois, si je me rappelle bien, j'avais 15 000 euros de côté. Il fallait que je vive avec ça quelques mois. Je lui dis, est-ce qu'en 2-3 jours, tu peux me dire? Il m'a dit oui. Et donc, il m'a fait une analyse. Il m'a dit, écoute, c'est possible techniquement et légalement, mais le seul moyen de le faire, c'est de créer un vrai opérateur, avoir tes licences, interconnecter les antennes. Et donc, j'étais surpris. Je me suis dit, un opérateur, ça coûte des milliards. Comment moi, je peux créer un opérateur? Et donc, il m'a expliqué, soit je vais voir Orange et SFR, et là, ils risquent de me voler l'idée et ça ne se fera pas, soit je le monte de zéro, et que finalement, en prenant des licences et avec quelques millions, c'est faisable. Et là, je me suis dit, tout de suite, je suis un ultra optimiste, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est extraordinaire, cette idée est tellement géniale, si ça coûte quelques millions, j'arriverai à trouver l'argent. Tu vois, je pense qu'à la positivité. Et donc, je vais voir un petit opérateur et je leur dis, dites-moi si vous pouvez me donner accès aux antennes en attendant que je fabrique le mien. Et je me rappelle, sur le lit d'hôpital, les chirurgiens étaient en train de regarder ma jambe, etc. Et je leur disais, j'attends une réponse la semaine prochaine. Si elle est positive, ça va changer ma vie. Je me rappelle, c'est-à-dire que j'en étais persuadé. Alors après, parfois être trop optimiste, ça peut nous faire quelques erreurs, mais quoi qu'il arrive, ça nous permet d'avancer et être enthousiaste. Et voilà. Et donc, cette société m'a dit que c'était possible, mais qu'il fallait payer à peu près 150 000 euros, et après les payer 10-20 000 euros tous les mois pour avoir accès aux antennes. Et c'est là où j'ai commencé à chercher de l'argent et démarrer la boîte, quoi. C'est assez fou, quoi, quand tu y penses. C'est arrivé aussi à cause d'un accident, quoi. Ah oui, complètement. Si tu n'avais pas eu cet accident, ça se trouve, aujourd'hui, tu serais encore... Ah oui, c'est carrément possible, bien sûr. Il y a plein de choses qui auraient pu être totalement différentes, parce que, tu vois, le film, déjà, dans lequel je devais tourner, normalement, il était clôturé, c'était un film à 7 millions. Déjà, si le distributeur, qui était SND à l'époque, s'était pas retiré, j'aurais eu ce premier rôle dans ce film, j'aurais peut-être eu une carrière différente qui n'a rien à voir avec une carrière d'entrepreneur, j'aurais pu continuer d'autres corps, mais c'est vrai que là, cette remise en question, elle a été bien, elle a été géniale finalement. Dis-moi, j'aimerais bien parler un petit peu de cette levée de fonds, parce que je sais que ça a été un sacré travail, qu'en plus tu avais du réseau, mais tu n'avais pas du réseau dans ce milieu-là. Non, pas du tout. Comment tu as fait, comment on fait quand on est entrepreneur, mais qu'on n'a pas l'habitude de lever des fonds, qu'on a besoin, tu avais besoin de quoi? Quelques millions quand même. Ouais. Alors au début, si tu veux, plein de choses. Déjà, j'avais bien évidemment aucune clé de la tech, et même si j'avais créé des boîtes avant, c'était pas vraiment créer des boîtes parce que je le faisais en parallèle de ma carrière de sportif, et j'avais pas vraiment d'actionnaires, tu vois, donc j'avais pas des investisseurs, j'avais pas des packs d'actionnaires, j'avais rien de tout ça, et j'avais pas il n'y avait pas d'équipe très solide. Il n'y avait pas d'équipe, etc. Ouais. C'était moi qui faisais les designs sur Photoshop quand je faisais sur les gammes de papeterie, etc. Donc finalement, j'étais très très vierge à ce niveau-là, et ça a été dur. Et c'est clair que j'avais du réseau, mais personne dans la tech. Alors, le truc, c'est que quand même, j'avais sauté de la Tour Eiffel, donc j'avais un peu un nom. Et donc, quand j'ai demandé... J'adore. J'avais sauté de la Tour Eiffel, accessoirement. C'est clair. Mais du coup, quand j'ai pris rendez-vous avec des fonds d'investissement qui m'ont reçu, pour le coup, parce qu'ils se disent quand même, le mec, on est curieux, quoi, par curiosité. Mais ils se sont dit, en prenant rendez-vous, que j'allais leur présenter un truc sur les sports extrêmes, sur la glisse ou quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé en béquille en leur disant que je voulais créer un opérateur mobile mondial, en me disant « Attends, mais t'as fait quoi comme étude ?» Je leur dis « J'ai jamais été à l'école. » Ils se disent « Mais attends, ça prend des années, ça coûte des millions, et comment tu peux t'assurer que c'est même légalement faisable, quoi, tu vois ce que je veux dire ?» Donc clairement, ils m'ont dit non, quoi. Ils m'ont dit « Non, on va pas te financer. » Et moi, je suis un ultra débrouillard, c'est-à-dire que justement, vu que j'ai rien appris d'une façon scolaire, à chaque fois que je suis au pied du mur, j'essaye d'imaginer toutes les solutions inimaginables pour pour accomplir le rêve. Pour donner par exemple une anecdote, comment j'ai réussi à avoir le deuxième saut au Sacré-Cœur, malgré que j'avais eu le haut patronage de la présidence, de la présidence par Sarkozy, etc., je ne pouvais pas avoir les autorisations parce que il y avait des carrières sous le Sacré-Cœur, et si je mettais des structures lourdes, ça allait tout faire effondrer. Donc la mairie d'arrondissement me dit, on ne peut pas vous donner l'autorisation, mais même le président ne peut pas vous la donner parce que tout va s'effondrer. Alors je leur ai dit, est-ce que je peux faire des tests de sol? Ils m'ont dit, les tests de sol coûtent des centaines de milliers d'euros et c'est pas fiable à 100%, donc on ne peut pas. Et donc la solution que j'ai trouvée,
c'est d'abaisser la rampe à même le sol, mettre des grandes lattes en bois, poutres en bois, qui répartit le poids sur la longueur et qui représente le même poids que tous les touristes qui marchent depuis 20 ans au pied du Sacré-Cœur. Et là, j'avais coincé les institutions puisque réellement par des ingénieurs, j'ai pu leur dire, moi je peux vous prouver que ça ne s'effondrera pas puisque c'est le même poids que tous les touristes qui marchent depuis 20 ans. Donc c'est juste un exemple pour montrer à chaque fois que j'essayais de trouver des solutions différentes et inhabituelles. Et là, sur les fonds, vu que les fonds d'investissement ne voulaient pas, j'ai commencé à parler à tout mon entourage et à mon chirurgien le premier. Et mon chirurgien, je lui ai présenté mon projet, il m'a dit « mais c'est une super idée, moi je suis prêt à investir ». Et du coup, je me suis dit « je vais convaincre tous les gens que je connais ouais. ». Mais même des gens qui me présentent, voilà, des gens qui me présentent d'autres gens, etc. Ouais. Et donc, je suis devenu le roi du pitch. Je pitchais en 10 secondes, en 1 minute, en 10 minutes, en 3 semaines, etc. Et du coup, j'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné 10 millions. Par 130 personnes. Un par un. Alors, je ne les ai pas eu d'un coup. J'ai eu d'abord 1 million avec 30 personnes en un mois. Et après, tous les mois, je devais trouver 250 000 euros pendant des années. Et donc là, tu as toujours 130 personnes au capital ? Exactement. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot, mais à la fois, si tu veux, c'est devenu une force à la fin. Déjà, je trouve que c'est génial parce que c'est triste à dire, mais il n'y a que les riches qui s'enrichissent. Et donc, si tu veux pouvoir donner l'occasion à des gens qui ne sont pas des investisseurs professionnels, parce que dans mes 130, il y a quelques investisseurs professionnels, mais pas que. Majoritairement, ton chirurgien, quoi. Bon chirurgien, des potes, des amis d'enfance qui ont mis 1 000 euros, qui ont mis 5 000 euros, etc., des potes riders, etc. Donc, ces gens-là, on ne leur a pas proposé d'investir dans des Facebook, quoi que ce soit. Et donc, d'avoir tous mes potes ensemble dans le même bateau, dans cette même aventure, c'est quand même une aventure humaine extraordinaire. Après, il ne fallait pas que je plante la boîte, sinon j'ai plus de potes. Mais c'est devenu aussi une force parce que, avant que les fonds d'investissement arrivent, j'ai fédéré mes 130 potes en une holding, en quelque sorte amicale ou familiale, comme on dit. Et je suis devenu, avec mes potes, propriétaire d'un fonds familial. Et donc, ça a équilibré le rapport de force, puisque je suis devenu le représentant légal des actions des 130 potes. Donc, grâce à ça, ça m'a permis, par exemple, aujourd'hui encore, d'avoir 76% des droits de vote du groupe. Et oui, parce que même si les fonds ont rajouté 10 millions, 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé, mais moi, je représentais un fonds familial. Donc, c'était même mieux, parce qu'en termes de discussion, on était un peu plus d'égal à égal. Ouais. J'étais pas que les fonds face aux fondateurs qui me tapent sur les doigts, tu vois. C'est clair, c'est permanent d'ailleurs. Ouais. J'imagine que c'était pas prémédité, mais au final, c'est une super... Non, c'était pas prémédité, mais c'est clair que je le referai toujours comme ça aujourd'hui. Hein. Mais surtout, même si c'était pas prémédité, j'ai toujours été très, très conscient qu'il faut que je garde le contrôle de mon groupe. Donc, c'est pour ça, avec les expériences, comme j'expliquais au début, avec les anciennes boîtes que j'ai eues où ça s'est un peu mal passé. Donc, j'ai toujours fait des systèmes de droits de vote x20, des trucs justement, et ces mécanismes. Très, très vite, quand j'ai vu les fonds arriver, je me suis dit, il faut très vite que je me structure pour garder le contrôle et le faire dans ce sens-là. Taïg, je veux quand même parler un peu de roller malgré tout, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Enfin, on apprend que tu sautes, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, de la Tour Eiffel et du Sacré-Cœur, mais finalement, on se dit, mais comment, pourquoi, quoi Comment t'es tombé dans le monde du roller ? Écoute, je suis tombé vraiment, vraiment jeune. En fait, quand j'étais gamin, on n'avait évidemment pas de téléphone, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas d'internet, etc. Et donc le seul endroit où les jeunes vraiment se retrouvaient pour s'amuser, c'était au Trocadéro. Au Trocadéro, il y avait une ambiance dingue parce qu'il y avait des jeunes de tous bords, des milieux riches mais modestes également. Et il y avait des filles, il y avait les copains, on faisait des chasses à l'homme, des éperviers, etc. Et donc, on est passé avec mon frère là-bas. C'est mon frère qui a commencé le roller le premier. Moi, je faisais du Lego quand j'avais à l'âge de 5 ans au Trocadéro. Et je me suis vu que tous les copains étaient sur les rollers, évidemment, j'ai dit moi aussi. Et donc, les premières années, j'étais pas du tout à faire des acrobaties, c'était juste jouer avec les copains en roller. Et j'avais même pas mal de manque de confiance en moi sur les rollers, parce que j'étais pas très très doué, et mon frère était bien plus fort, etc. Et jusqu'au jour où j'ai découvert la rampe, le half-pipe, vers 15 ans.
Et là, je me suis pris de passion incroyable pour ça. Je me suis dit, c'est vraiment le truc que je veux faire. Alors, c'était sous une autoroute à Maison-Alfort. Donc, c'était fini les copains, fini les filles au Trocadéro. Plus rien ne m'intéressait. Il n'y avait que ça. Il y avait l'autoroute à Maison-Alfort. L'autoroute à Maison-Alfort. Et donc, je me suis entraîné comme un dingue sous cette autoroute. Et c'est marrant, une petite anecdote, c'est que j'ai commencé à progresser et j'ai fait la première compétition justement de roller en rampe. Et cette compétition était pour moi le verdict, est-ce que je suis capable ou pas en roller. Et aux qualifications, j'ai trop le trac, parce que pour moi, je n'étais pas capable en roller, je n'étais pas très fort, etc. Et je rate tout et je me retrouve 11e alors qu'il n'y a que 10 personnes en finale. Et donc déprimé, c'était genre, non, tu rates, etc. Et le lendemain de la finale, il y a à 5 minutes avant que la finale démarre, un des compétiteurs qui se casse la jambe dans un filet. Il y avait un filet malheureusement et le mec s'est accroché la jambe dans le filet. Il s'est cassé la jambe. Et du coup, je me retrouve repêché et j'ai pas le temps de me mettre la pression. Et donc, je réussis tout mon enchaînement et je finis 2e. Le premier était trop fort de toute façon. Mais cette anecdote m'a guéri psychologiquement. Et donc là, si tu veux, j'ai eu un double effet qui se coule parce que finalement, ça m'a guéri, ça m'a montré que je pouvais y arriver. Et vu que j'avais grandi un petit peu dans l'ombre de mon frère en étant plus jeune, j'ai eu une envie incroyable d'être absolument le champion et le premier qui m'a permis de continuer dans le futur. Et donc, j'ai commencé à faire du roller. Malheureusement, la mode du roller en ligne n'avait pas explosé, donc j'ai pas pu en vivre. Même si je devenais très fort, il y a un moment, je devais gagner ma vie, je pouvais plus faire du roller parce qu'il y avait plus de sponsors et rien. Et du coup, je travaillais au restaurant de mes parents, je faisais justement de la magie et j'avais abandonné le roller. Je savais pas, j'avais abandonné complètement le roller. Je vivais sur les rollers, mais j'avais abandonné le rêve de faire de la compétition, etc. Et j'avais cette boule au ventre, cette frustration, parce que j'étais très fort, mais il y avait rien. Il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas de médiatisation, rien du tout. Et 2 ans après, donc je ne fais plus de compète, j'ai tout arrêté, etc. Je faisais ma magie et tout. Et 2 ans après, comme quoi, une autre anecdote que sûrement tu ne savais pas, comme quoi j'avais vraiment une facette d'entrepreneur, vers 20 ans, je commence à m'avoir comme passion de faire de la broderie. Alors là, j'aurais pas imaginé, tu vois. Et je commence à fabriquer des fringues brodées que je brode moi-même. Et un client du restaurant de mes parents trouve ça extraordinaire et demande d'être mon investisseur et créer une boîte de fringues en broderie. Et je lui dis oui. Et 2 mois après, j'entends que la mode du rollerblade explose en Europe, que des potes se retrouvent sponsorisés et qu'il y a une grosse compétition qui va s'organiser à Bercy. On était en février ou en janvier, il faisait -10 à Paris. Et là, le rêve est tiraillé entre ta passion de la broderie et du roller, tu dis bon. Tu vois, et donc le rêve est revenu. Et j'ai commencé à m'entraîner pendant 2 mois. Alors c'est marrant, je travaillais en même temps au restaurant et j'étais crêpier parce qu'il y avait une crêperie à l'extérieur, j'étais crêpier. Et du coup, je disais à mes parents, finalement, je vais peut-être pouvoir refaire du roller, je vais peut-être pouvoir en vivre. Mes parents, ils croyaient pas trop. Et je me suis entraîné pendant ces 2 mois. J'ai été obligé de mettre des rollers en ligne parce que c'était une obligation de le faire pour cette compète. Et là, je fais cette compète à Bercy et je finis 5e. Et là, le soir après la finale, je me retrouve avec un contrat chez Rollerblade avec un salaire de 3400 Dutch Mark à l'époque. Donc, c'était incroyable, même plus que ce que gagnaient mes parents. Et donc là, j'ai appelé l'investisseur, je lui ai dit, je suis désolé, je ne vais pas créer cette boîte. Je suis devenu champion de roller entre-temps, et voilà. C'est fou. C'est incroyable quand même la vie, parce que quand il pense, il y a quand même une succession de hasards aussi assez fou, quoi. C'était dingue, c'était très très émouvant. Et donc le roller, tu le continues, mais moi, le truc qui me fascine pas mal avec ce genre de sport et tous les sports extrêmes que tu as pu faire, c'est en fait à quel point tu es quand même, je pense, confronté à tes peurs en permanence. Je sais pas si encore à l'époque où tu en faisais énormément du roller, certainement tu en fais encore, mais à l'époque où tu en faisais vraiment beaucoup, il t'arrivait encore de te faire peur. Mais je sais que c'est le genre de sport où juste on se fait mal. Bien sûr. On se fait mal. On se fait mal. C'est-à-dire, là, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand tu signes là-dedans, c'est-à-dire si tu te dis que tu as envie d'être champion de sport extrême, faut être quand même un peu casse-cou, quoi. Faut accepter que tu vas passer toute ta vie à l'hôpital et que tu vas être blessé. Et je veux dire, je me rappelle quand je m'entraînais,
Si tu veux, toute l'année, j'avais des brûlures et des bleus sur le corps. Mais parce c'est que ça. tu tombes tous les jours. En fait, tu t'entraînes tous les jours et tous les jours, tu tombes. Il n'y a pas un jour où tu ne tombes pas. Et donc, alors parfois, c'est juste une foulure, une brûlure, un bleu à droite à gauche, mais c'est ton quotidien. Et tout le nerf de la guerre, c'est... Donc, tu sais que tu vas avoir des accidents. Donc, globalement, tu te dis que tu ne vas pas mourir, hein, mais normalement, tu essayes d'éviter au maximum d'avoir des accidents trop graves et tu essayes de bien te connaître pour éviter justement cet accident. Donc, tu essayes de tenter les figures difficiles quand tu es en forme. C'est ça, parce qu'il faut quand même tenter des trucs, sortir de ta zone de confort, mais en même temps... Exactement. Alors, là-dessus, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, les figures n'étaient pas très, très compliquées, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas des doubles sauts périlleux avec des vrilles, etc. Donc, j'arrivais globalement à tenter les figures sur la rampe sans trop me casser. Mais j'ai commencé à prendre de l'âge et il y avait des plus jeunes qui étaient beaucoup plus agiles, qui avaient eux moins peur et qui tentaient des trucs plus incroyables. Et moi, dès que je commençais à les tenter, je me retrouvais à l'hôpital. Et il y a eu une figure qui était difficile. Je l'ai tenté la première fois, je l'ai tenté 2-3 fois et à un moment, quand je commençais à la maîtriser, j'ai essayé de la faire en compétition. Et là, malheureusement, j'ai failli me casser les cervicales. Donc je me suis retrouvé sur le sol, je ne pouvais plus bouger les jambes, donc ça fait peur, hein. Donc je me rappelle, c'était en Suisse, on m'a emmené à l'hôpital, et pendant la route vers l'hôpital, j'avais cette petite voix dans la tête qui me disait, là on va te dire oui ou non, quoi. Est-ce que tu es paralysé ou pas? Et quand tu as cette voix et que c'est dans une réalité en quelque sorte, ça fait vraiment, vraiment peur, parce que c'est le oui ou non, c'est 50-50, quoi, tu vois. Heureusement, j'ai pu réussir à remarcher le jour même. C'était juste une sorte de blocage sur tout le corps et les jambes ont recommencé à marcher dans la journée. Et donc, cette figure m'a fait peur. Quelques mois après, j'étais obligé de la réapprendre parce que... Comment tu fais quand tu t'es pris un truc comme ça? Et donc là, c'était très, très, très dur parce qu'il fallait que je la réapprenne si j'avais envie de réussir à gagner les compètes, etc. Et donc là, pour la retenter, je peux dire que c'est très très dur, hein, parce que tu pars dans les airs, les yeux fermés, tu tournes comme une toupie, et quand tu ouvres les yeux, t'espères que tu t'es pas trompé et que tu tombes sur les patins. Et donc je devenais presque croyant, je faisais des croix à prier Dieu avant de la tenter. Et donc là, c'était en Allemagne, et donc je l'ai retenté, et à nouveau, la même chute, bam, sur les cervicales, et à nouveau à 2 doigts de me casser les cervicales. Et donc là, je me suis dit, ça suffit. Et donc là, j'ai commencé à essayer de réfléchir. Et donc, j'ai inventé un airbag géant que j'ai gardé secret pendant 10 ans, qui m'a permis d'apprendre tous les figures sans risque après ça. C'est pas vrai. Ouais. T'avais un airbag sur toi? Après, pas sur moi, j'ai inventé un airbag qui épousait la forme de la rampe. Donc, c'est un énorme truc il faisait combien? Il faisait 3,50 m, je crois, de haut, 4,50 m de long et 5 mètres de large. Et donc, c'était comme un cube, sauf qu'une partie n'était pas un cube, était courbée et épousait la forme de la rampe. L'avantage, c'est que je le mettais sur la rampe. Moi, je pouvais rider à côté et faire un saut en décalé. Et je pouvais toucher le haut de la rampe parce qu'il était un peu plus bas que la rampe. Donc, je pouvais commencer à rouler un petit peu et taper l'airbag après. Et plus je maîtrisais l'airbag, plus je le poussais. Et je remplissais en plus l'airbag de cubes de mousse quand j'étais au début pour tenter les figures. Et donc, du coup, quand j'ai inventé cet airbag, j'ai acheté une rampe et je suis parti m'installer avec ma mère en Grèce dans un petit village de pêcheurs. Et on a monté la rampe. Alors, ma mère, c'est une warrior. On a monté la rampe sur un terrain vague qui était avec des laisse tomber à main nue pendant des semaines. Et du coup, j'ai mis l'airbag là-bas pour que personne soit au courant et pour m'entraîner en secret. Et ça m'a donné un nouveau souffle. Parce qu'un an après, je suis revenu au championnat du monde. J'allais faire des figures que personne ne pouvait imaginer. Et les mecs, ils étaient comme des dingues. Comment il fait, quoi? Exactement. Mais attends, du coup, ça veut dire que quand tu étais quand même en compète, tu l'avais plus, l'airbag. Et là, tu flippais pas à l'idée Non, après, non, parce que finalement, j'ai commencé à prendre les figures comme des gammes au piano. Les figures difficiles me prenaient 2000 essais. Donc, il fallait 2000 essais pour l'apprendre. Et donc, je commençais l'airbag très, très haut. Et petit à petit, je le baissais comme
comme des gammes de piano. Et à la fin, l'airbag se retrouvait carrément très très loin au milieu de la rampe. Je l'avais quasiment psychologiquement. Je faisais la figure, je roulais un peu et je tapais l'airbag. Et donc, je l'avais tellement fait vraiment des milliers de fois qu'à la fin, quand j'enlevais l'airbag, oui, il y avait une petite peur psychologique, mais je l'avais fait 2000 fois quand même. Quand tu l'as fait 2000 fois, ton cerveau... À la fin, en fait, dans une figure acrobatique, c'est pas le conscient, c'est l'inconscient. Ça va trop vite de toutes les façons pour consciemment savoir ce qu'il faut faire. C'est ton cerveau, dans l'air, il a les mécanismes, il sait comment tourner, il sait comment se réceptionner. C'est incroyable. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est malin quand même. C'est malin. Qu'est-ce que c'est malin. J'ai toujours été un malin. Et tu vois, et tu vois, pour donner un exemple, à quel point toujours une des grandes forces a été la stratégie. Hein, j'ai été un fort stratège. Par exemple, il y a une compète que j'arrivais jamais à gagner, qui était les X Games, qui était la plus grosse, comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Et le problème, c'est qu'il y avait une armée de juges qui étaient tous, c'était que finalement, il y avait 4 Américains, un Australien, un Anglais. Donc globalement, que des Américains, quoi, tu vois, que des anglophones. Et donc à chaque fois, tous les ans, j'étais deuxième, troisième. Impossible de gagner, ça me rendait dingue. Et les Américains avaient toujours envie de faire gagner un Américain. Pour eux, il y avait pas d'Américains qui gagnaient, mais c'était des Australiens qui gagnaient, etc. Mais il n'y avait pas d'Américains très forts. Et 3 semaines avant les championnats du monde, pas les championnats du monde, les X Games, quoi, il y a un Américain qui n'était pas un des meilleurs, il était genre 10e ou 8e mondial, il était fort, mais normalement, il n'avait pas la prétention d'être premier ou deuxième, mais il arrive à faire une figure qui est le double saut périlleux arrière à l'entraînement. C'était une figure que beaucoup des grands champions ne voulaient pas apprendre parce qu'ils se disaient ça faisait trop gym, mais là, on s'est rendu compte quand ce mec-là, cet Américain, l'a fait à l'entraînement, que toutes les chaînes de télé se sont dit « ça y est, on a l'excuse ultime pour faire gagner un Américain. C'est le premier à faire un double saut périlleux à l'entraînement. » Et donc là, je me suis rendu compte 3 semaines avant, sur cette compétition qu'on avait, à quel point les chaînes de télé se sont ruées sur cet Américain en lui faisant les interviews, en mettant la figure en scène, en disant le double backflip, quoi, je veux dire là, dans tous les sens, double backflip, incroyable. Et là, je me suis dit, oulala, je vais pas le laisser passer. Si lui le fait pendant la finale dans 3 semaines, il gagne, même si le reste de son enchaînement est pas au top, quoi. C'est échec et mat. Donc j'ai arrêté tous les shows que je devais faire. Je suis revenu en France où j'avais mon airbag. J'ai fait le saut 500 fois à l'entraînement. Je le maîtrisais à la perfection en 3 semaines. Et vu que les Américains voulaient le show, on va leur faire du show. Donc je suis venu aux États-Unis et j'ai dit aux juges, vous savez quoi ? J'ai vu cet Américain le faire il y a 3 semaines. Je vais tenter. Je vais tenter. Le tout pour le tout. Évidemment, je leur ai pas dit que j'avais fait 500 fois. Et donc, si tu veux, j'ai dit aux juges que je vais prendre le risque de le tenter pendant la finale. J'ai été voir le patron de la chaîne de télé ESPN en lui disant, vous savez que la figure que vous mettez en avant, sachez que je la maîtrise et je vais le faire en pleine finale. Qu'est-ce qu'a fait le patron de la chaîne de télé ? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Américains ? Ils sont forts. Hein. C'est vraiment des showman. Ils ont pris une équipe qui ont pris des grands panneaux à écrire mon nom en énorme et ils ont donné ça à tout le public pour créer le show, quoi. Et du coup, le jour de la finale, le soir de la finale, moi je le réussis parfaitement, l'Américain le rate et je gagne. Incroyable. La stratégie quand même, c'est dingue. Écoute, une dernière question quand même sur le roller. J'aimerais bien qu'on parle de ce dernier accident quand même, que tu nous expliques ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que cette fois-là c'était différent. Non, c'était différent simplement parce que il y avait pas de grande différence. En plus, l'accident était vraiment un accident bête. J'ai été le cascadeur, la doublure cascade d'un acteur américain assez connu qui s'appelle Channing Tatum, qui est le mec qui a fait Magic Mike, etc. Et c'était un grand film par les mecs qui ont créé Matrix, les 2 frères qui sont maintenant des sœurs. Mais oui, pas le meilleur film d'ailleurs celui-là. Non, qui était pas. Non. C'est tu veux dire Matrix ? Non, Matrix, génial. Mais celui où j'ai participé, il n'était pas extraordinaire. Mais bon, écoute, c'est la vie. Mais en tout cas, en termes d'expérience, c'était génial. C'était un film à 300 millions d'euros.
tu avec vis des avec stars incroyables. voilà, les mecs qui ont fait Matrix. Et je doublais Mila Kunis. Et donc, il y avait une scène où Mila devait tomber du plafond. Et moi, je devais l'attraper dans les bras. Et finalement, à la dernière minute, on l'a fait 2-3 fois avec Mila. Et finalement, ça a été une cascadeuse. Et elle est tombée trop forte. Et son poids m'a cassé la jambe. Donc, c'était trop con. Une chute toute bête. M'a cassé les ligaments. Je savais tout de suite que j'ai eu les ligaments croisés. Je ne l'ai pas dit tout de suite à la prod. J'ai dit aux gens, mais après, je leur ai dit que ça allait. Parce que j'avais la grosse scène le lendemain. Donc j'ai pu heureusement finir le tournage le lendemain, une semaine après, etc., avec les ligaments cassés sans trop le dire à la prod. Mais si tu veux, c'était un moment beaucoup plus une remise en question parce que je m'étais séparé de mon ex, j'arrivais à 40 ans, le film que j'ai écrit, j'arrivais pas à le monter. Et en plus j'avais espéré le film que j'avais écrit de pouvoir arriver à prendre des astuces en rencontrant justement, en étant pote avec Shining, avec Mila, avec les mecs qui ont créé Matrix, les producteurs quand même de films à 300 millions de dollars. Et je me suis rendu compte que si je ne suis que le rider qui a écrit un scénario, finalement, le meilleur des choses que je vais avoir, c'est qu'ils vont soit me piquer mon scénario, soit me le racheter, mais je n'aurai jamais le rapport de force de pouvoir coproduire et me positionner aussi comme un acteur dans le film. Et donc, je me suis dit, il faut que je change de stratégie, il faut que j'essaye de... Il y en a marre d'être toujours dépendant du dernier maillon de la chaîne, celui qui a le chéquier. Je voulais faire un événement, j'étais dépendant des sponsors. Je voulais faire un film, j'étais dépendant des financiers. Et j'en avais marre d'être face à des banquiers qui n'avaient aucune vision, aucune façon de rêver et qui décidaient de mon avenir. Et ils n'ont pas tout le temps raison, mais ils ont souvent tort, quoi, tu vois. Ils ont parfois raison, mais ils ont souvent tort. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je devienne moi-même indépendant et que vraiment je fasse de l'argent pour avoir la liberté de faire ce que je veux, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute ? Des moments, parce que tu es tellement positif, tu vois tellement grand. Est-ce que tu as quand même eu des moments où tu t'es dit... Alors, écoute, oui et non. Je vais t'expliquer comment je fonctionne. À la fois, c'est une chance parce que c'est vraiment dans ma mentalité, mais aussi, je le sais consciemment, donc c'est un mélange de ce qui est dans mon ADN et ce que je sais. Ce que je veux dire par là, c'est que le doute n'est pas constructif. L'échec est réel, le doute n'est pas réel. C'est-à-dire, se poser des questions pour éviter un échec, c'est très important, parce que si tu ne te poses pas de questions et tu n'as que des certitudes, clairement, tu vas aller dans le mur. Donc, je me pose continuellement des questions, comment affiner le tir, comment améliorer, comment le stratège, là, etc. Je suis constamment en train d'améliorer mon tir, mais je ne doute jamais. Donc, tu vois, parce qu'un doute, c'est quelque chose, c'est une peur négative. Tu vas dire, attends, et si je vais y arriver, et peut-être je vais rater, je vais perdre ma boîte, je vais finir à l'hôpital, etc., etc. Mais tout ça sont pas des éléments réels. En fait, si tu vas perdre la boîte ou finir à l'hôpital, ça ne dépend que des éléments concrets que tu fais au jour le jour. C'est ces éléments-là qui vont définir ton futur. Ce n'est pas le doute. Le doute est une peur panique 2 mois avant, 1 an avant. Par exemple, quand tous les mois, j'avais 250 000 € à trouver, c'est vrai que c'était très dur. Et en début de mois, je pouvais, l'espace d'une fraction de seconde, me dire « Et si je ne trouve pas les 200 ?» Mais ça ne sert à rien. À quoi penser si je ne trouve pas ? Si à la fin du mois, je ne les ai pas, je verrai à ce moment-là quoi faire. Mais ça ne sert à rien de penser à 1 mois avant. Donc en fait, c'est vraiment dans mon ADN. Je n'imagine jamais les problèmes à plus de 24 heures. Donc, je n'ai jamais de down, je n'ai jamais de doute. Il y a eu quand même, quand j'étais sur ce lit d'hôpital il y a 6 ans, là, ça a été un peu dur. Parce que vraiment, tout s'est effondré dans ma vie au même moment. Le film, les records, la séparation, seul sur le lit d'hôpital, les émissions, je veux dire, tout s'arrêtait. Et j'ai même écrit, tu vois, un petit proverbe, une petite citation dans ces moments-là. Le talisman le comportement à avoir dans ces moments de doute, c'est ce proverbe, c'est « Quand vous êtes dans le noir au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve et suivez-le aveuglément, il vous le ramènera à la lumière. » Parce que c'est ça, c'est-à-dire que la vie, malheureusement, je le sais, elle est impitoyable. Elle est dure
pour tout le monde. Même si on a plus d'avantages, j'ai eu peut-être plus de chance que d'autres, mais d'une façon ou d'une autre, elle est dure pour tout le monde et on a tous des moments hauts et bas. Et quand on est au fond du gouffre, devant ce mur, de toute façon, si tu restes dans la déprime, ça va accentuer tu n'as pas le choix de prendre le taureau par les cornes et gravir ce mur. Et le seul moyen de le faire, c'est se rattacher à un nouveau projet, à un nouveau rêve. Et tout de suite, le quotidien est oublié. Quand sur le lit d'hôpital, j'avais ce nouveau rêve de créer la boîte, la jambe cassée, mais il n'y avait pas un moment dans la journée où j'y ai pensé, quoi. Si tu veux, elle n'existait plus. Sur le lit d'hôpital, j'étais concentré sur mon ordinateur à créer. Il y avait plus de problème, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est important parce que dans cette période, en plus de Covid, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont tout perdu, qui se remettent en question, qui ont des périodes difficiles. Et donc, voilà, c'est se trouver un rêve et s'y accrocher comme un dingue, quoi. Ça fait un bon mot de la fin pour me faire aller vers le crible du gratin, qui sont mes dernières petites questions que j'aime bien poser. La première question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as vécu un grand échec ? On a parlé de doute, on a parlé de plein de choses. Je sais que tu en as vécu plein d'échecs, mais un grand échec, vraiment l'échec, si tu veux, qui t'a formé, qui t'a fait te remettre en cause, celui qui vraiment a fait, peut-être que tu es la personne que tu es aujourd'hui, et du coup, les enseignements que tu en as tirés. Pas particulièrement. J'ai eu des déceptions et des échecs, évidemment, comme tout le monde, hein. Il y a quelque chose qui m'a quand même forgé, c'est d'avoir grandi en étant deuxième, puisque mon frère brillait énormément, il avait des premiers rôles dans des longs métrages, en roller il était très fort, etc. Il y avait plein de choses là-dessus. Et donc ça m'a forgé. Heureusement, j'ai réussi à prendre confiance en moi et à contrebalancer ça. Et du coup, c'est devenu une force qui ne s'arrête jamais d'envie d'aller de l'avant, etc. Après, ça a été toujours quand même une force positive parce que j'ai jamais voulu briller en battant les autres ou en écrasant les autres. C'est-à-dire, c'était toujours une bataille personnelle. J'ai toujours eu envie de créer des choses pour aller au bout de mes rêves et me réaliser et que le meilleur gagne. J'ai jamais voulu. Voilà. Après, comme échec, j'ai eu une frustration, clairement. Le saut de la Tour Eiffel, de ne pas avoir pu allonger la rampe sur l'herbe et de devoir me laisser tomber. Et ça, c'était, même si je sais que j'ai réussi mon saut, quand on le voit en vitesse rapide, on a l'impression que je rate. Et ça, c'était quand même une frustration parce que je dois toujours l'expliquer. Et même si je le sais au fond de moi, visuellement, ça paraît quand même différent. Et en plus, c'est tellement dommage c'est stupide, j'aurais pu allonger la rampe sur l'herbe. C'est la mairie qui ne voulait pas. Et du coup, voilà, c'est dommage. Après, des échecs, il y en a eu plein. Les boîtes que j'ai fermées, des compétitions que j'ai ratées, des échecs sentimentaux, des échecs dans tous les sens. Mais j'ai jamais mal vécu ces échecs parce qu'à chaque fois, je pensais sur le moment que j'ai pris la bonne décision. C'est-à-dire qu'à la fin, si c'est un échec, c'est pas très très grave si tu as tout fait ce que tu estimes bien pour y arriver. Par contre, une fois que j'ai l'échec, je prends la conclusion de cet échec et j'essaye justement de ne pas le reproduire. Mais je ne peux pas me reprocher d'avoir fait ça puisque sur le moment, j'étais persuadé que je faisais le bon choix. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Autre question, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie, perso, pro, ce que tu veux, qu'est-ce que tu referais différemment ? Alors, clairement, l'atterrissage à la Tour Eiffel, je ferais quelques trucs différemment. Je ne mettrais pas un airbag, je mettrais des cubes en carton, comme ça, j'aurais pas eu de risque et j'aurais pu rester. Mais bon, ça, c'est un détail. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Waouh, bonne question. Alors, je me serais... si j'avais pu faire un petit entretien avec moi-même il y a 25 ans en arrière et me donner quelques conseils pour arriver à accélérer plus vite et paralléliser les choses plus vite, je l'aurais fait. Okay, tu vois ce que je veux dire ? C'est que comment dire ? J'ai la chance d'avoir réalisé pas mal de rêves, mais il m'a fallu du temps pour comprendre.
parce que je venais de très loin. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais être entrepreneur, que je pouvais créer des choses, que je pouvais par exemple, j'ai mis longtemps à me lancer dans la tech. J'aurais pu me lancer dans la tech bien avant, etc. Et c'est parce que, voilà, aucun de mon entourage était un entrepreneur, aucun de mon entourage était dans les médias, etc. Et j'avais aucune compréhension. Donc il a fallu, ce qui a été également un truc assez bizarre finalement dans ma vie, c'est que sur les 25 dernières années, j'ai évolué dans des milieux totalement différents. Alors j'ai gardé toujours mes potes de différents milieux, mais j'ai des potes de tous les milieux, c'est ça qui est marrant. Mes potes de ride, à des gens dans des grands entrepreneurs, à des hommes politiques, etc., etc. Et donc c'était assez marrant parce que j'ai évolué psychologiquement en comprenant la vie de chacun de ces milieux. Et voilà, donc ça c'était assez marrant. S'il y avait une maxime, une citation, des mots de sagesse qui te touchent, qui peut-être t'aident justement à voir grand, qui t'aident à toujours rester positif, je sais pas. Il y en a ça plein, serait quoi? bien sûr. Non, il y en a plein. Je les ai justement dans mon téléphone, mais j'ai une longue liste. Il y en a plein que j'adore. Il y en a quelques-uns que je préfère, dont celui par exemple de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Celle-là, c'est vraiment le cas. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 7 fois à terre, 8 fois debout. Celui-là, il est très très efficace. C'est un proverbe japonais. Il est efficace parce qu'il est d'une simplicité. Et c'est ça, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que si tu ne te relèves pas continuellement, malheureusement, la vie va te broyer. Donc il faut aller de l'avant, quoi. Voilà, mais d'une façon générale, j'ai envie de transmettre cette philosophie de la vie sur la liberté, la pensée out of the box. C'est pour ça qu'un des projets, un jour peut-être je ferai une école pour justement la plus grande faiblesse de ce monde, et ça je m'en suis vraiment rendu compte en naviguant dans plein de milieux différents, et moi-même, vu que j'étais beaucoup plus ignorant sur la connaissance du monde, sur le business quand j'étais plus jeune par rapport à aujourd'hui, je vois que la plus grande faiblesse du monde, c'est finalement la connaissance. C'est que les gens qui avancent plus vite, qui sont dans le business ou quoi que ce soit, ou qui créent des choses, c'est juste qu'ils ont compris comment ça fonctionne pour en arriver là. Donc même si tu leur enlèves tous leurs contacts, tu les mets sur une île déserte sans argent, ils vont prendre peut-être 10 ans ou 5 ans pour regravir les échelons, mais ils y arriveront parce qu'ils savent comment trouver un business model, comment créer un pack d'actionnaires, comment convaincre des investisseurs, comment, etc., employer, créer une équipe, etc., plein de choses. Et ça dans tous les métiers. Et donc, si tu veux, quand je vois toutes les batailles de gens qui se font sur plein de sujets, la diversité, etc., évidemment, tout ça, c'est très, très important. Mais avant même d'en arriver là, l'essence même, tout part de la connaissance et de l'éducation. Parce que les gens qui jugent mal les autres ou qui sont racistes ou quoi que ce soit, ça vient de l'éducation. Et donc tout part de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'un des trucs que je ferai un jour, en tout cas, c'est essayer de créer une école pour essayer de régler le problème à la base et avoir des gens qui sont plus éthiques et plus dynamiques et plus positifs et voilà, et qui aident après les autres. Une dernière question pour toi, Taïg, c'est les livres qui t'ont le plus marqué ou le livre qui t'a le plus marqué. Alors, moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, spécialement aux éditions Casterman, je l'aime mieux dans la traduction. En fait, j'aimais bien ce livre parce que, en fait, globalement, c'est un proverbe, c'est un prophète qui quitte son petit village, et avant de partir du village, les gens du village lui demandent une dernière explication sur un sujet essentiel de la vie. Donc ça va, le travail, l'amour, la passion, la raison, le mariage, donc tous les grands sujets de la vie. Et il les explique d'une façon déjà extrêmement poétique et avec énormément de profondeur.
Voilà, énormément de profondeur. Donc ça, c'est vraiment un livre de chevet à avoir. Et finalement, quand on a envie de se remémorer, par exemple sur les enfants, de la façon, je ne me rappelle plus comment il dit sur les enfants, mais c'est vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie. Ils viennent à travers vous, mais non pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées, etc. Donc, c'est très, 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 très fort de la façon où c'est écrit. Et dernièrement, j'ai relu Le Petit Prince et j'ai trouvé ça génial. Je l'avais lu évidemment quand j'étais jeune, mais en le relisant dernièrement, c'est vraiment une bouffée d'oxygène à lire et à relire. Mais bon, voilà. Taïg, merci beaucoup. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire en sorte que cette interview dure 1 heure de plus parce qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Mais alors justement, si on veut continuer la conversation avec toi, je sais que tu es assez actif sur les réseaux. Bon, déjà, je vais mettre tous les liens vers On-Off, album, etc. Et pour te suivre, sur les réseaux, pareil, Instagram, de toute façon c'est moi qui gère mes réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, c'est Taïg Chris collé en petites lettres, et après que les gens n'hésitent pas en tout cas à me donner, à m'envoyer des messages. Tous les gens qui vont tester en tout cas album, n'hésitez pas à me donner du feedback, parce que pour réussir un des meilleurs réseaux sociaux au monde, j'ai vraiment besoin de l'aide des gens. J'ai pas la prétention de connaître la formule magique pour faire le meilleur réseau social. Donc vraiment, construisons ensemble ce WhatsApp de la photo. Et après, pour les gens qui veulent tester à On-Off, voilà, vous voulez un deuxième numéro pour votre voiture sur le Bon Coin ou quoi que ce soit, vous le téléchargez sur l'App Store. Et sinon, j'essaierai toujours d'être actif le plus possible et aider la communauté comme je le peux au maximum. Merci beaucoup. Merci, vraiment, c'était top.